Badi Hassen, qui a eu la gentillesse de nous accorder cette interview. Bien, Badi, tu peux nous parler un petit peu de toi, ton lieu de naissance, ta date, ton enfance. Peux-tu nous raconter un petit peu? Merci. Alors, je suis né le 12 octobre 1955, présumé, parce que la mairie de mon village en Algérie a brûlé. Donc, c'est les seuls papiers que j'ai. Sinon, mon enfance, j'ai une enfance heureuse, une grande famille. La moto, je suis venu comment? Parce que je roulais un petit peu sur la route, je roulais un peu vite. À l'époque, je roulais beaucoup en Rungis. Donc j'ai connu malheureusement les catastrophes de Carole, etc. Et puis j'ai débuté après en Challenge-Honda en 125. Alors mes premiers contacts en moto, c'était avec mon voisin et ma voisine, qui était prof éducation physique, on va dire, à la télévision. Et je gardais le jardin, je nettoyais le jardin, et il m'a offert sa moto à lui, une 175 moto bécane culbutée. Une très 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 bonne moto. Mais à l'époque, les gens, les copains à l'école se foutaient un peu de moi parce que c'est une vieille moto, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et après, on va parler de tes débuts en compétition. C'est quelle année après tu débutes en compétition? La date, peux-tu nous repréciser? J'ai débuté en 78. J'ai fait une petite course avant à Montlhéry avec une 350 CB Honda. Mais c'était une expérience pas très bien. Ça me rappelait un peu Rungis, on va dire, dans ma tête. Et j'ai commencé en Challenge Honda 125 par rapport à un ami que j'avais qui s'appelait Bruno Vecchioni, qui s'appelle toujours Bruno Vecchioni d'ailleurs. Bon, alors justement, à propos du Challenge Honda, à propos de Bruno, on a la chance, il passe par là, ça ne pouvait pas mieux tomber, parce que je sais que ça a été ton complice dès le départ. Bon alors, développez-nous un peu ce Challenge Honda entre vous deux, là, comment ça s'est passé? Allez. C'est l'année 78, on s'est connus dès le début du Challenge Honda, parce qu'on avait le même concessionnaire, et ce concessionnaire voulait aider Badi. Il lui a dit d'essayer de me suivre, mais pas trop près parce que je tombais tout le temps. Et il s'est avéré que toute la saison s'est extrêmement bien passée pour Badi, pour moi. Et vers la fin de saison, j'ai demandé l'hospitalité à Badi, et ça fait 40 ans que ça dure. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'habiter dans le 16e, parce que sa mère était dentiste, et le 20e c'était bien pour lui. Voilà. Et je crois que c'est l'éducation qu'il a eue avec moi. Et c'est pour ça qu'on est restés plus des amis, des frères. On est des frères de passion. D'accord. Mais en course, vous y aidiez, vous faisiez vos réglages vous-même, vous aviez chacun votre moto en 78. Comment ça se passait? Vous donniez des conseils? Allez, racontez-nous ça un petit peu. On ne se donnait pas vraiment de conseils au début, parce qu'on était des jeunes blancs-becs. Donc Badi faisait ses armes, c'était la première année de compétition. Il se débrouillait comme il pouvait, moi je me débrouillais de mon côté. À la dernière course, j'ai eu besoin d'un soutien moral très très fort, et Badi s'est montré à la hauteur à tout point de vue. On s'est aidé, on s'est prêté les motos pendant les essais, toute la semaine d'essais, on s'est changé les motos, les trajectoires et tout, bon, avec quelques anecdotes bien cocasses, quelques kilos de polyester, et en fin de compte, j'ai fini deuxième du Challenge Honda avec un gros coup de main moral déjà au départ de Badi. J'avais besoin de soutien moral, c'était le plus important. Et toi, Badi, qu'est-ce que tu as fait comme classement? Tu peux nous le rappeler avec le Challenge? J'ai fait de très, très bonnes places, mais j'allais très très vite sous la pluie, grâce à Christian Saron. Un jour, il m'a dit, si l'eau a dégouline sur la visière, c'est que c'est sec. Et j'ai toujours roulé comme ça. Et Nono, il n'était pas très très vite sous la pluie au départ. Ouais. Et à la fin, c'est devenu un ténor. C'est devenu quelqu'un de bien, très vite. D'accord. Et après, le passage en Grand Prix, est-ce que vous étiez toujours complice pour la mécanique, ou tu étais seul? Comment ça? Tu peux nous donner les années? Badi est parti en Grand Prix, moi je suis resté en National. Simplement, je me suis égaré sur des 3,5 contre les 7,50. Badi est parti sur les 125. J'ai suivi le pas, mais moi je suis resté en National, et puis après j'ai trouvé un emploi chez Yamaha France. Donc Badi est parti tout seul sur les Grands Prix. Je regardais ça de loin, j'essayais de venir l'aider. Je venais de temps en temps, mais à un moment il a été obligé de s'envoler, de faire les Grands Prix.
Badi, tu peux nous donner un peu des précisions avec les machines que tu as pilotées en Grand Prix en 125, on le sait, mais tu peux donner un peu de détails? Ouais. J'ai roulé des motos standards, hein, Morbidelli. J'ai acheté une moto il y avait 5 motos, ils ont fait 5 motos à l'époque, presque d'usine. J'en ai acheté une, enfin semi-usine. J'en ai acheté une où j'étais très 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 déçu parce que j'étais le seul à être lésé dans l'histoire. Le cadre en aluminium, c'était de l'aluminium à faire des escabeaux. Et j'ai perdu une saison comme ça. Et l'année d'après, en fin d'année, mon frère Log m'a conseillé de remettre un cadre en acier, en CD4S. Et là, instantanément, les chronos étaient beaucoup, beaucoup mieux. J'ai commencé à faire des places. J'avais pas les pneus qu'il fallait, malheureusement, parce que j'ai toujours eu les pneus de championnat de France. Jamais les pneus d'un championnat du monde. Je cite pas les marques, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de les citer. On est bien d'accord. La seule fois où j'ai fait un résultat positif, c'était en Suède. J'ai fait 6e parce que Nieto était champion du monde. Et ce qu'il m'a demandé, il m'a dit prends mes pneus. Il avait fait 200 essais avec. Et je me suis retrouvé devant tout de suite. Instantanément, j'étais devant. Je voulais me battre pour le podium. J'ai raté le podium parce que en Suède, l'arrivée n'est pas le même point que le départ. Mais il y a plein de gens comme ça. Je ne peux pas tous les citer, malheureusement. Mais Raymond Roche t'a beaucoup aidé. Raymond m'a aidé, Baldé m'a aidé, Bertin m'a aidé. Tout le monde. Ouais, j'ai trop de noms. Eric m'a aidé. Tous les gens passionnés. Alain m'a aidé beaucoup. Alain, c'était mon père spirituel. D'accord. Justement, ça fait partie de l'ambiance des Grands Prix d'antan. Justement, c'est la convivialité, les copains, il y avait une entraide et la preuve, tu le dis. Je pense que ça, on retrouve peut-être plus ces choses-là maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il n'y a pas que ça, moi. Parce que chez moi, c'était l'hospitality, comme ça existe maintenant. Sauf que l'hospitalité made in Suède. Parce que je me considère comme un Suédois. C'était plus pratique pour les engagements. Voilà. Non, j'avais ma mère faisait le couscous avant de partir. J'invitais tout le monde à faire manger du couscous. Pas dans mon mobil-home, malheureusement, j'ai pas de mobil-home. J'ai une petite caravane ou une tente et mon C35. Roger et Marguerite, ma caravane et mon camion. Mais il y a plein de gens qui ont connu toute cette époque-là. Je pense que personne ne regrette. Je pense à Rugia, Jean-Philippe, je pense à son père, je pense à Baldé, je pense à Fernandez, je pense à Raymond. Raymond, c'était mon petit frère. Hein. C'est des Soussan, des Hubert Régal, tous, même les pilotes américains, ils venaient. J'avais Olosson qui venait chez moi. Ma fille, j'avais une petite fille, elle faisait l'école avec la fille à Eddie à l'époque. Avec Eddie Olosson, il y avait Robert, il y avait ma fille parle 5 langues couramment maintenant. Grâce à quoi? À la course. Parce que la course, c'est pas un sport de traître, c'est un vrai sport. Et je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est qu'on dit qu'on n'est pas sportif, parce que la moto c'est personnel et tout, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai fait une course, j'ai fait un marathon à Houille, ça s'appelait le marathon, la corrida de Houille, ça s'appelait. La première édition, je l'ai faite et j'ai fini 6e, sans aucun entraînement. Premier non professionnel. 6e au général. Alors trouvez-moi un jeune qui fait de la moto ou de l'escrime ou ce qu'on veut, qui fait une performance pareille. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'était pas surentraîné. On s'entraînait, on avait du travail d'hiver, on travaillait l'hiver pour pouvoir se payer la saison. Et dès que l'été approchait, dès que la saison approchait, on se mettait un peu d'argent de côté, un petit magot, on va dire, pour essayer pour faire une saison, on la faisait à fond. On la faisait à fond. Et ça, je regrette, c'est que je vais parler maintenant d'autre chose. C'est le milieu d'où je viens, mon pays d'origine. J'ai honte quand je vois les gamins actuels. Ils sont pas au top. Ils auraient dû faire du sport comme moi, faire de la boxe, faire du football, faire de la moto, de la voiture. Du vélo, du n'importe. skate, du handball. Et ça n'existe plus, ça. Malheureusement, ça s'est perdu et j'ai honte. J'ai honte, pas de mes origines, j'ai honte de ce que sont devenues mes origines. Ça, je ne peux pas accepter. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du cinéma, j'ai fait un peu de cinéma avec plein de gens connus. Je ne peux même pas les citer. Pierre-William Glenn, par exemple. Besson, Jean-Luc Besson. Bon, j'ai connu des gens... Cheval, la Oud. Parce que la Oud, pourquoi on dit la Oud? En
En suédois, c'est cheval en arabe. Ouais, bah justement, tu peux nous développer un peu ta rencontre avec Alain, parce que je crois que tu as pas mal de choses à dire. Ouais. Oui. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup. Déjà, je remercie Nono. C'est Bruno qui m'a présenté cheval. Enfin, l'Aoud pour moi, c'est pas cheval, pour moi c'est l'Aoud. Il me l'a présenté par hasard. Et quand on s'est rencontrés, il peut vous en parler. Bah, la rencontre avec Alain de Badi et d'Alain Chevalier, l'Aoud, c'était très simple. Moi, je travaillais chez Sonoto Yamaha et tous les soirs, j'amenais la FZT de Jean-Claude Olivier pour que Alain fasse des modifications sur les châssis. Et dans la journée, je la ramenais pour que Jean-Claude l'essaye. Et c'était ainsi de suite tous les soirs. Et puis Badi était passé à la Honda et il n'y arrivait pas, les échappements, c'était pas les bons. Je commençais un peu à parler avec Alain et Alain m'a dit bah écoute, amène-moi Badi et on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai amené Badi, toute la tribu, les mécaniciens, tout le monde, et je les ai présentés et après je me suis mis sur le côté parce qu'il fallait qu'ils vivent leur truc, fallait qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à se connaître. Et Alain a ouvert sa porte comme Badi m'a ouvert sa porte quelques années avant. Alain était quelqu'un avec un grand cœur. Justement, tu peux nous parler un peu, Badi, de ton travail avec Alain et comment était l'homme aussi, parce que... C'était pas un homme, c'était un homme extraordinaire. J'ai vécu des choses avec lui il m'a fait confiance, c'est ça le problème. C'est qu'il m'a fait confiance à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier comme mes origines. Il n'a pas fait confiance à un arabe, un noir, il m'a fait confiance. Et là-dessus, c'était mon deuxième père quelque part. C'est quelqu'un de très ouvert. J'ai passé des moments là-bas, mais je ne veux pas dire de folie, mais pas loin, oui. Je dormais là-bas dans l'atelier, il m'expliquait des choses, il me faisait limer, il me met des estrades parce que j'étais trop petit. Il m'a aidé, il m'a appris aussi à me connaître moi-même, à régler ma moto, à me donner des astuces. En Autriche, j'ai failli faire pole position. Pourquoi? C'est grâce à Alain, parce qu'il m'a mis du mazout, du gasoil dans l'huile de fourche. Même pas j'aurais imaginé que c'était possible. Et bien, grâce à ça, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses. J'ai passé de très bons moments là-bas. J'ai emmené sa fille Jasmine et Alban à l'époque faire du cheval. Je les emmenais le soir. Il me faisait faire des trucs de fou aussi parce que Alain, ce qu'il était, mais il était quand même un peu kamikaze. Il m'envoyait faire des essais de la moto à Bontou, son quad, à 230 km/h dans une petite route de campagne. Sur les routes de la Praserie. La route de la Praserie, mais j'étais hyper content parce qu'en fin de compte, ça m'apprenait moi aussi pour moi, après à pouvoir régler des choses. Langue de chasse et tout, je n'aime pas que ça existait, langue de chasse. Pour moi, c'était que les voitures. Mais non, en fin de compte, c'est les quads, les motos. Il m'a appris plein de choses. Et je suis très reconnaissant. Très reconnaissant. J'ai que des bons souvenirs avec Alain. Avec mon Aoud, j'ai que des bons souvenirs. Avec ses enfants, avec Jasmine, avec Marie, sa femme, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'ai passé un week-end dans le Château de la Loire avec mon épouse. Et on s'arrêtait par hasard, parce que j'ai appris qu'il était malade, il avait un problème de cœur. Et j'ai fait une surprise, je me suis arrêté. J'ai dû m'arrêter vers mon Alain, parce que c'est mon Alain à moi, c'est pas Alain à quelqu'un d'autre. On a passé une journée de folie. On a mangé du poulet, on était voir la table à dessiner là-haut. Il m'a fait voir les pièces, il m'a fait vibrer un week-end. Et j'ai regretté, le soir où je suis parti, j'ai regretté, parce que mon épouse elle m'a dit qu'on aurait dû rester. Ouais, c'était trop court. C'était trop court, je regrette. Profondément, pour Marie et pour lui. Et pour Jasmine et pour Alban. Bien. On te remercie Alain d'évoquer ces souvenirs, je pense qu'ils te touchent au cœur. Si je voulais mettre un petit mot aussi pour Yves Kerlot, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, parce qu'il était dans l'aventure avec Alain aussi. Yves il m'a aidé aussi, il m'a fait des réservoirs, il m'a fait des choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Il y a des gens, je ne peux pas tous les citer. Il y a des gens que j'adore, je sais pas, il y a Jacques Beck, il y a plein de monde, il y a Narcy, Alain Narcy, il y a plein de gens que je ne peux pas oublier dans mon aventure de Grand Prix. Mais je ne regrette rien, je crois que j'ai fait vibrer des gens, que ce soit en championnat du monde en vitesse ou en endurance, j'ai fait beaucoup d'endurance aussi. Hein. J'ai roulé sur une moto française, une BFG, j'ai roulé sur de Guzzi, j'ai fait vibrer des gens. Christian Leliard, je t'aime bien. Je te faisais des ronds autour le matin au Mans, à 5h du matin, avec la Guzzi. Faut pas qu'il oublie, avec la Elf, avec de Cortance et tout. C'est des choses qu'il faut pas oublier, parce qu'Alain était là à cette époque-là.
Ils savaient que c'est une vie de passionné. Est-ce que je me permets, ce qu'aimait bien Alain, c'était le côté décalé que Badi avait avec ses frères et puis toute son intendance par rapport aux structures hyper sophistiquées, même à l'époque. Donc il y avait ce côté convivial que Alain aimait beaucoup et ça permettait de rester les pieds sur terre, puisque on était vraiment des terriens, on était bien sur terre nous. Les autres étaient peut-être un petit peu perchés des fois, très très grands, les grandes structures, mais Alain aimait ce côté convivial et tout. Il nous a quand même énormément aidé le jour où Badi a voulu acheter une moto au Japon. Alain y a fait une caisse en aluminium extrêmement légère. La plus légère que tout en alu. Il s'est fait un plaisir à lui fabriquer ça pour Badi puisse aller au Japon, s'acheter sa moto là-bas. J'ai oublié cette période-là parce que c'est important dans ma vie. C'est énorme, et puis mais le problème c'est que Alain n'a pas fait la caisse. On a tous fait la caisse. On l'a rempli tous de passion et on a envoyé 90 kilos de passion là-bas pour que Badi puisse revenir avec une belle moto bien neuve. Et Alain a adoré ce moment-là. Et je n'oublierai pas ce moment-là parce que Honda France, normalement, je devais être pilote officiel Honda France. Et je ne l'ai pas été, c'est un autre pilote français qui a pris ma place. Je ne vais pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas. Ça sert à rien. Et là-bas, je les ai punis. Je suis arrivé au Japon avec une moto... avec un rien. Avec un leurre. Ça s'appelle un rien. Avec rien. Je suis parti avec une moto que j'ai achetée d'abord d'origine, stock. En magasin. Et j'ai fini pas loin des points, parce que le dernier virage, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai fait banzai. Il ne fallait pas faire banzai ce jour-là. Mais par contre, j'ai vécu une très bonne expérience. J'étais d'ailleurs à l'époque avec Rachel Nicotte, paix à son âme. Oui, parce que Rachel Nicotte n'osait pas aller au Japon. Et Badi l'a pris sous le bras, Badi l'a emmené. Badi s'est occupé de ses démarches administratives. Il l'a emmené, envoyé la moto. Badi s'occupait de tout pour Rachel. Rachel, c'était trop gros pour lui. Il ne pouvait y aller que tout seul. Il avait plus son ami Gull avec lui pour ce coup-là. Donc Badi a suppléé. Et maintenant Et maintenant, voilà. Et maintenant, alors maintenant je fais quoi? Maintenant je travaille, malheureusement non, je suis comme tout le monde, hein, il faut un jour changer de métier. Bon, je me suis fait un métier, à l'époque j'avais un sponsor qui s'appelait Digitech, quand je commençais en 25, c'est eux qui m'ont aidé, c'est le dernier, mon seul et dernier sponsor que j'ai eu. Et je suis rentré avec eux, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait ouvrir une antenne que de l'audiovisuel, ils faisaient. J'ai fait les Jeux Olympiques d'Albertville en 92. J'ai fait toute la structure télécom. Ils m'ont fait confiance. Et puis la société a fermé malheureusement. Et depuis, j'ai ouvert ma société à moi-même et maintenant je suis toujours un peu là-dedans, quoi. Je suis plus vidéosurveillance, IP, je travaille au Cameroun, j'ai des gros chantiers. Je suis petit mais j'ai des gros chantiers. Voilà, parce que les gens, j'ai continué comme dans la moto. Je suis à fond dedans. Le train, jamais je vois les feux rouges derrière s'éloigner de moi. Toujours à fond. Toujours à fond dedans. Eh ben, je crois que c'était une super conclusion, Badi. Et Bruno, on vous remercie vraiment de cette interview en tandem. Merci. J'espère que nos gens de BAC 70 apprécieront. Merci à vous. Merci. Et moi, c'est surtout dédié à Marie, à Claude, Jasmine et Alban. Tout pareil. Alors, l'îlot des 5 timbres, c'est bien que tu dises ça, parce qu'en vérité, c'est comme ça qu'on s'était surnommé. Le premier Grand Prix que Badi a fait, il était wheelcard, et on garde tous les camions comme des Indiens, en demi-cercle, et il se trouve qu'au milieu, il y avait un petit arbuste. Et on descend des camions, on s'installe, et puis au bout d'un moment, on fait, tiens, ici, c'est l'îlot des saltimbanques. Voilà. Et la première nuit, il s'est mis à pleuvoir. On s'est tous sortis des camions, et on a commencé à faire la fête, parce que pour un wheelcard, quand il pleut, c'est une énorme chance. Exactement. C'est ainsi. Ça nivelle les. C'est comme ça que l'îlot des 5 timbres est né. Ça nivelle les niveaux et moi comme j'étais doué sous la pluie, j'ai dit là, peut-être que demain on va les tuer. Et ben voilà. Et ben merci ce petit supplément d'information.